De sensibilisation contre les violences éducatives ordinaires, elle est lancée ce matin. On parle des fessées aux enfants, les gifles, les tapes sur les mains, les claques derrière la tête, tirer les oreilles, les punitions, le chantage. Selon un baromètre IFOP, 80% des parents admettent commettre au moins un de ces actes, comme crier très fort. Oui, c'est pas non plus un acte de barbarie de crier très fort dans sa maison parce que son enfant n'est pas sage. Mettre l'enfant au coin, c'est pas non plus, me semble-t-il, la pire des punitions. 23% reconnaissent donner des fessées. Ça, il y a discussion. Pour l'association Stop Violence Éducative Ordinaire, un parent ayant subi des gifles ou des violences verbales quand il était petit sera plus enclin à en infliger à ses propres enfants. Qu'en pensez-vous? Vous êtes parent, en avez-vous marre qu'on vous fasse la leçon? Donc, avec qui sommes-nous? On est d'abord, je crois, avec Céline, c'est bien cela? Ou avec Sylvie? Sylvie qui est une maman qui habite Versailles. Bonjour Sylvie. Bonjour Pascal et bonjour à toute votre équipe. Bonjour. Combien d'enfants avez-vous? Alors, j'ai eu 6 enfants. Ah, 6 enfants. Quel âge ont-ils? Oh, elles sont grandes maintenant. Alors, la première a 41 ans. Ma deuxième, elle aurait 39 ans. J'en ai une de 37. 33, 30 et 25. Mais vous nous aviez appelé, non? Vous n'êtes pas... Oui, je suis Sylvie avec 6 filles. Oui, et avec un point commun, elles ne commencent pas par un K, je crois, vos filles? Non, elles ont toutes 5 lettres et elles finissent par un Y. Voilà, oui, c'est ça. Effectivement. Ça a aucun... Mais je me souviens qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Bon, vous êtes quand même d'une autre époque, si vous me permettez, Sylvie, tout à forcément, puisque on n'était pas sensibilisé de la même manière il y a 40 ans, lorsque vous aviez des enfants en très jeune âge, à ce qui se dit aujourd'hui. Mais vous, quel type d'éducation avez-vous donné à vos filles? Est-ce que vous avez été, par exemple, est-ce que vous avez tapé sur les mains? Est-ce que vous avez donné des gifles? Est-ce que vous avez tiré les oreilles? Non. Alors moi, j'ai pas eu besoin de corriger, comme on dit, mes enfants. Mais c'était des filles, peut-être était-ce plus... C'était des filles, alors non mais... C'est moins remuant. Elles me regardaient, je les regardais d'une façon, elles avaient compris, donc il n'y avait pas besoin, de les taper. Et puis pour moi, taper un enfant sur un visage, c'est pas bien. On fait pas ça. On peut mettre une fessée sur les fesses. Une fessée, ça fait pas de mal. Je trouve pas ça violent. Par contre, taper un enfant sur le visage, non. Non, je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous et effectivement, il y a des choses qui ne se font pas. J'ai une expérience avec une expérience malheureuse avec une de mes filles, ma deuxième fille, qui un jour, donc elle avait 16 ans, elle m'a désobéi, elle est sortie par la fenêtre de sa chambre pour rejoindre des copains. Et je vous raconte même pas comment je regrette de l'avoir corrigé ce jour-là quand je l'ai récupéré. Je regrette beaucoup, mais vraiment, parce que si je pouvais revenir en arrière, je le ferais pas. Mais qu'est-ce que vous aviez fait? Je lui ai mis une correction parce elle était sortie la nuit par la fenêtre de sa chambre et c'est sa sœur en rentrant qui m'a dit mais Betty est pas là. J'ai dit la fille elle est dans sa chambre, elle avait 16 ans. Hein. Et je lui ai mis j'en tremble parce qu'elle est décédée une semaine plus tard, mais pas à cause de ça, hein, parce qu'elle a redésobéi et qu'elle est montée dans une voiture et qu'elle est décédée. Et ma plus grande tristesse, c'est d'avoir une semaine avant mis une fessée à ma fille. Je l'avais jamais fait. Mais je vous comprends. Donc je dis aux parents, ne tapez pas vos enfants, ne les tapez pas, mettez-leur une fessée s'ils ont besoin, sur le cul, sur les fesses. Nous on en a eu, moi j'en ai eu une claque sur les fesses, mais ne touchez pas le visage de vos enfants, ne tapez pas vos enfants s'il vous plaît. C'est des enfants quoi. Pour moi un enfant, il n'y a pas plus beau au monde qu'un enfant. C'était il y a combien de temps C'était le 5 août 2000. Et je m'en souviendrai toujours. Évidemment, mais je vous comprends. Parce qu'il me manque un bout de moi depuis. Bien sûr. Et même si ça n'a pas de rapport avec cette fessée que j'ai donnée pour la première fois à ma fille, ça reste gravé en moi. Et je m'en veux, mais je vous raconte même pas comment je m'en veux.
Mais je vous comprends, le sentiment de culpabilité, il existe et il existe chez les gens, j'ai envie de dire, qui sont normaux, entre guillemets. Il y a que les psychopathes qui n'ont pas de sentiment de culpabilité ou des gens insensibles. On est tous comme vous et tout le monde aurait, je pense, la même réaction que vous, tous les gens en tout cas qui sont sensibles. Alors après, il faut pouvoir vivre avec cela et j'imagine que c'est pas facile tous les jours. J'imagine. J'ai honte. Alors n'ayez pas honte, bien sûr, parce que vous n'avez pas à avoir honte. Voilà, vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire, et puis voilà, vous l'avez fait pour la protéger. Oui, vous l'avez fait pour que ça vous a sans doute coûté de le faire, mais vous l'avez fait parce que vous pensiez que ce serait efficace. Voilà pourquoi vous l'avez fait. Il n'y avait pas de jubilation à faire le mal. Donc vous n'avez pas à vous sentir honteuse et ni à culpabiliser, bien sûr, même si c'est la vie et on sait tous que dans des circonstances en plus si particulières, forcément je vous comprends. Merci Céline, merci beaucoup. À 11h41, on va marquer une pause. C'est vrai que la culpabilité, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle le surmoi. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'un psy décrypte ça. Il y a des gens qui n'ont aucune culpabilité sur rien. Donc ils font le mal, c'est jamais de leur faute, ils ne reconnaissent jamais aucune erreur de ce qu'ils ont fait. Et parfois d'ailleurs, ou des enfants, ou ceux qui ont vécu avec eux, ou même dans la vie professionnelle, ils n'attendraient qu'une chose, de dire « Excuse-moi, je suis désolé ». Voilà. Et il y a des gens qui n'ont aucune culpabilité. Et puis les gens, entre guillemets, normaux, c'est tant est que ce mot veulent dire quelque chose, effectivement, quand ils se sont mal conduits, ce qui peut tous nous arriver d'ailleurs, quand ils ont mal parlé à quelqu'un, etc., ils reviennent quelques heures après, le lendemain, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, et ils disent, voilà, excuse-moi, j'étais énervé, je suis désolé, les mots ont dépassé ma pensée, ce qui d'ailleurs, et là, c'est rarement vrai, parce que souvent, c'est pour ça qu'il faut pas s'engueuler. Souvent, en engueulade, tu dis des choses précisément que tu penses. Et souvent, les engueulades sont destructrices pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas s'engueuler. Moi, j'ai aucun conseil à donner à personne, mais il faut pas s'engueuler. Parce qu'on dit des choses, effectivement, qui, après, c'est compliqué. Exactement, qui blessent. Comme vous dites. Bon, il est 11h42, mais Céline, vraiment, on l'embrasse et vraiment, on lui donne... Sylvie. Oui, pardonnez-moi Céline. Sylvie, bien sûr. Sylvie, on l'embrasse et vraiment, et on la comprend tellement. Il est 11h42, nous marquons une pause et peut-être qu'on va pouvoir avoir un autre témoignage justement sur ce sujet. Ce sera précisément Céline, qui est directrice générale de Stop Violence Éducative Ordinaire. À tout de suite. De 11h à 13h sur Europe 1. Nous sommes donc avec Céline Kellen. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale de Stop Violence Éducative Ordinaire. Alors, la difficulté, c'est de préciser, de définir ce qu'est une violence avec un enfant. Et là, bonne chance. Parce que parfois, un regard, une humiliation, un mot... tout cela est tellement subjectif, il y a des gens qui peuvent être humiliés, et d'ailleurs qui sont humiliés parce qu'ils ont affaire à des grands pervers qui ne disent rien, mais qui instaurent un rapport de très grande violence. Ça peut arriver et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, on le sait tous. Oui, alors je vous remercie déjà de me donner la parole sur votre antenne, de donner la parole à Stop VO via ma personne. Nous, en fait, le terme violence éducative ordinaire, il existe depuis 2004. Il a été créé par le patron, en fait, le créateur, de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, Monsieur Morel. Et puis, cet acronyme, en fait, qu'on dit VO maintenant, est devenu un texte légal, puisqu'on l'a rappelé ce matin. Il y a une loi aujourd'hui, la loi du 10 juillet 2019, qui interdit les violences éducatives ordinaires. Donc dès lors qu'il est conceptualisé dans l'exposé des motifs de cette loi, c'est un terme désormais juridique. Donc ça ne vous aura pas échappé qu'il est constitué de 3 mots. Le mot violence, donc on se réfère à la définition précise de l'OMS pour dire ce qu'est une violence. Donc c'est un coup, c'est effectivement une notion qui peut être psychologique, qui peut être verbale. Donc les violences éducatives ordinaires se classent dans ces 3 catégories, les violences physiques, les violences psychologiques et les violences verbales. Et puis donc on a le mot éducatif parce que ce qui la différencie d'une autre violence
sur un enfant, c'est qu'il y a un but, une intention de la part de l'adulte d'éduquer, donc pour son bien, donc de faire bien, mais ça n'en demeure pas moins que c'est une violence. Et puis enfin, on les dit ordinaires parce que elles sont, alors d'une part, ordinaires dans la temporalité. Souvent, quand un enfant les subit, c'est tous les jours de sa vie, voilà, et tout au long de sa croissance. Mais oui, j'entends bien, mais comment concrètement, est-ce que par exemple, dans tous les cas de figure, vous condamnez une fessée? Dans tous les cas. On ne touche pas un enfant. Je condamne rien du tout, mais voilà. Oui, bien sûr. Alors, si, ça m'intéresse quand même votre point de vue. Si vous condamnez rien du tout, j'ai envie de dire à quoi ça sert. Non, mais on n'est pas, on est dans l'accompagnement, hein, si vous voulez. Voilà. Donc effectivement, on ne touche pas un enfant. Il n'y a pas de petite violence. Ça, c'est la règle. Voilà, c'est la règle, il n'y a pas de petite violence. Alors une fessée, oui, j'entendais qu'on en parlait sur votre antenne, c'est pas pareil qu'une claque. Moi, je ne comprends pas, en fait, parce que moi, je suis aujourd'hui une adulte, j'ai 48 ans. Si aujourd'hui, j'imagine un personnage qui fait aller 3 mètres, parce qu'on est quand même dans ce rapport un peu... même carrément de force entre un enfant tout petit qui fait 15 kilos et puis un adulte qui en fait entre 60 et 80. Si j'ai moi un espèce de grand truc qui fait 3 mètres et qui vient me frapper sur les fesses, oui, je peux avoir mal, ouais, c'est un coup. Oui, mais la malle, moi, si vous me permettez, je trouve que la claque, je ne la mets pas au même niveau que la fessée. Il y a dans la claque quelque chose que je trouve de plus humiliant, qui peut d'ailleurs aussi effectivement faire plus mal, alors que la fessée, et on a eu des enfants tous, peut être plus légère ou je dirais symbolique. Il n'y a pas de claque symbolique, parce que quand vous prenez une main sur le visage... Alors ça, ce n'est que mon avis, je vous assure. Oui, tout à fait. Mais je vais vous poser une petite colle. Admettons que vous laissiez votre porte-monnaie sur la table et que je me trouve à côté et vous avez un billet de 100 € et vous avez une pièce de 10 centimes. Je vais vous prendre votre billet de 100 €, je vais vous voler, on est d'accord. Je vais vous prendre votre pièce de 10 centimes. Est-ce que je vous vole? Ben oui. Bah oui. Voilà. Donc, mais c'est pas la même chose quand même. c'est pas la même chose, mais je vous ai quand même volé. Donc du coup, la fessée et la claque, selon vous, ne sont pas à mettre au même niveau. On a 100 € d'un côté et 10 centimes. Maintenant, mais il n'empêche que vous commettez une violence sur un enfant. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas moi qui le décide. C'est de toute façon, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'une fessée? C'est une main qui prend de l'élan et qui vient s'abattre sur le postérieur d'un enfant et qui provoque une douleur. Non, mais je vous dis pas que c'est pas une violence, madame. Alors après, je vous dis que c'est pas la même chose, qui est différent. Et voler 10 centimes, c'est pas la même chose que voler 100 €, c'est à mes yeux. Mais en revanche, il y a des échelons maintenant. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de cette discussion. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est votre position. Donc, votre position, c'est qu'on ne touche pas un enfant. Donner des échelons, si vous voulez, c'est que ça vient quelque part cautionner un geste vis-à-vis de l'autre. Voilà, comme j'entendais la précédente auditrice qui disait, on ne tape pas un enfant, par contre, mettez-leur des fessées. Non, en fait, une fessée, vous savez, ça peut créer des hématomes, ça peut, voilà. Donc, moi, je sais pas, je suis pas médecin, je sais pas si biologiquement, une claque, c'est plus de dommages qu'une fessée. Non, mais j'essaie toujours. Écoutez, moi je le sais pour le coup, puisqu'on a eu des enfants et j'ai, oui, je sais quand on donne une fessée, effectivement, il ne s'agit pas de laisser des hématomes, bien évidemment pas. Je pense pas que les parents qui nous écoutent aient un jour donné des fessées qui laissent des hématomes, sauf ceux effectivement qui maltraitent leurs enfants. En revanche, moi je parle, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas évidemment les enfants qui maltraitent au quotidien, qui sont maltraités au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est pour les parents qui nous écoutent et qui, une fois de temps en temps, ont, parce qu'ils étaient énervés, parce que l'enfant était particulièrement insupportable, sont arrivés avec une fessée légère sur leur enfant. C'est ce cas-là, moi, qui m'intéresse. Mais je reste quand même à vous dire que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une fessée légère, du coup. Mais moi, j'en ai reçu, chère madame, et je sais ce que c'est, donc je peux en parler, puisque... moi aussi, j'en ai reçu, je sais ce que c'est, mais très clairement, en fait, ce qui m'ennuie dans notre conversation, c'est que vous mettez tout au même niveau. Vous voyez, c'est ça, moi, je pense que vous discréditez même d'une certaine manière, votre action, puisque vous mettez tout au même niveau. Et il me semble que les gens qui nous écoutent, ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la même chose que de taper tous les jours. Il y a des enfants qui sont maltraités, qui sont tabassés tous les jours, matin, midi et soir. Et puis il y en a d'autres
qui ont reçu dans leur vie 3 fessées. 3 fessées. Oui, une à 8 ans, une à 12 ans et une à 17 ans. Pas à 17 ans d'ailleurs, mais c'est pas la même chose, c'est ça que je veux vous dire. Vous savez, il y a 60 ans, le martinet était monnaie courante, tout le monde faisait usage du martinet. Non, c'est pas vrai, madame. C'est pas vrai. Normal. Non, c'est pas vrai. Il y avait pas il y a 60 ans et tout le monde n'avait pas un martinet. Ben non, moi j'avais il y a 60 ans. Mais non. Mais vous voyez, ce que vous dites, c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Il y en avait, mais c'était pas. Non, mais madame, tout le monde, tous les parents. Moi, j'ai 60 ans. Donc, j'ai grandi dans le monde que vous dites. Tout le monde, il y en avait, mais c'était pas. Tout le monde n'avait pas un martinet. Les enfants n'étaient pas élevés en martinet en 70. Je vous l'accorde, il y en avait. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore? Vous ne les trouvez pas, à part au rayon animal, certaines fois, mais vous ne les trouvez plus, en tout cas pour les enfants. Ce sont considérés comme des objets de torture. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le curseur de la tolérance à la violence sur les enfants se déplace. Alors après, là où je vous rejoins, c'est que il ne faut pas condamner les parents qui mettent des fessées. Ça, c'est une évidence. On accompagne ces personnes-là pour leur expliquer que justement le curseur doit se déplacer, mais les parents qui essaient de bien faire et qui ont ce qu'on peut appeler des sorties de route, qui voilà, effectivement, la vie est dure, c'est difficile d'être parent, on est pris par le travail, on est pris par notre propre stress, on est pris par, je ne sais pas si vous avez vu la campagne qu'on lance aujourd'hui, mais cet héritage de violence transgénérationnelle qu'on ne peut pas éviter de faire si on n'a pas cette prise de conscience. Donc effectivement, il ne faut absolument pas jeter la pierre aux parents, ça c'est une évidence. Là encore, je suis pas d'accord avec vous. Vous voyez, vraiment, on sera d'accord. Moi, je pense que les parents sont responsables. Donc, l'autorité, c'est les parents. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on discute d'ailleurs. Je suis d'accord. Moi, j'en ai marre d'exclure la responsabilité des uns et des autres. Je suis désolé, les parents, ils sont responsables. Alors, ce qui est difficile de trouver, c'est le bon curseur entre l'autorité. Les enfants, effectivement, faut les élever et les éduquer. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Et comment on trouve le bon curseur entre l'intelligence, entre l'éducation intelligente, l'éducation qui accompagne, l'éducation bienveillante, l'éducation où le père est présent, la mère est présente, etc., et en même temps, l'autorité. Et bien ça, chaque parent se pose la question, et je pense que c'est la chose la plus difficile au monde. C'est tout l'enjeu, et là je vous rejoins, vous m'avez mal comprise ou je me suis mal exprimée peut-être, mais non, on n'enlève absolument pas la responsabilité aux parents, c'est la culpabilité qu'il faut s'enlever. Ça sert à rien de s'auto-flageller, d'aller sur la place publique et de prendre des branches d'ortie et de se flageller jusqu'à je ne sais quelle heure pour dire je suis un mauvais parent, je suis un mauvais parent. Non. En revanche, cette prise de conscience de dire c'est à moi de faire les choses, et on le dit dans l'éducation non violente, effectivement il y a toute cette partie de respect. Déjà on ne touche pas au corps d'un enfant, que ce soit même une tape sur la main ou autre, on essaie en tout cas de faire en sorte que. Et puis, on a ce devoir de leur poser des limites, de leur donner des règles, de leur donner des valeurs qui sont propres à chaque famille. Chaque et alors, comment on met en place la punition? C'est là que vous allez nous le dire après la pause, parce que c'est intéressant. Comment les parents, lorsque les règles ne sont pas respectées, doivent réagir? Ça, c'est la question que je vais vous poser après la pause, puisque tout le monde se pose ces mêmes questions. S'il y a un domaine sur lequel il ne faut jamais donner de leçons, c'est l'éducation des enfants. Exactement. Je vous assure, c'est vraiment la vie professionnelle à côté, c'est vraiment facile. Mais on se pose en permanence des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Je l'ai puni de sortir ce soir. Est-ce que j'ai bien fait de l'envoyer en Angleterre pendant un mois? Est-ce que j'ai bien fait de... Bon, tous les parents se posent ces questions-là. Vous verrez, monsieur Boubouk. Si un jour j'ai la chance d'avoir des enfants, j'espère. Écoutez, déjà une femme avant, quand même. Est-ce une chance si de petits Boubouk ont comme père mini Boubouk un jour comme père monsieur Olivier? Je dis oui. Ça me fait plaisir. Je dis oui. Merci monsieur. Je dis oui. Et vous serez leur parrain si vous êtes encore de ce monde. Ça veut dire quoi? Excusez-moi. Je dis oui, ils auront la chance d'avoir un père, parce que vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce que vous serez un père aimant. Je le devine. Ça me touche beaucoup. Parce qu'au fond, une fois qu'on a tout dit, les enfants, il faut les aimer. Et c'est quoi les aimer? C'est simplement les regarder, s'occuper d'eux, les accompagner. C'est le Pascal Toudou, là? C'est bon. C'est pas Pascal Toudou. C'est pas le Pascal Rugueux. Évidemment, quand vous allez... Moi, je joue au foot quand j'étais gosse. C'était toujours les mêmes parents qui étaient le dimanche matin à 8h du matin en train de voir leurs enfants. Et il y avait des parents, tu ne les voyais pas de l'année.
Il ne donnait pas de temps. Ouais. C'était toujours les mêmes pères et c'était toujours les mêmes mères qui étaient sur le petit terrain stabilisé où nous jouions et faisions des exploits dans le froid du dimanche matin. A tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1 et pour réagir, vous composez ce numéro. Vous avez fini, Émilie? J'ai fini. Bon, et alors, vous écoutiez, alors c'est très intéressant, par exemple, Céline Kellen. Moi, je suis passionné toujours par ces questions d'éducation. Vous avez une... petite fille de 7 ans. Bon, elle est sage, j'imagine. Ça dépend des jours. Oh, je suis sûr globalement, elle est sage. Non, elle est sage. J'ai de la chance. Bon, voilà, elle est sage et elle est douée, elle est intelligente, elle a des bons résultats, etc. Comme sa mère. Comme sa mère, exactement. Mais c'est vrai, bien sûr. Merci. Et Céline Kellen qui est avec nous, eh bien, on lui parle dans une seconde. Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Et on a une discussion passionnante avec Céline Kellen, qui est la directrice générale de Stop Violence Éducative Ordinaire. Donc on a vraiment dit ce qu'il ne fallait pas faire et maintenant on va dire ce qu'il faut faire. Et notamment comment faire appliquer l'autorité et quelles sont les sanctions, disons-le. Parce que j'imagine qu'il y a de la place, Céline Kellen, dans votre éducation idéale pour la sanction. Alors oui, déjà, je me permets juste de dire, on donne absolument aucune méthode, on donne pas de leçons, on essaie juste de faire... de leçons, non, mais de prise de conscience. Non, ouais. Voilà, c'est ça. On appelle ça de la prise de conscience parce que chacun doit trouver sa forme d'éducation qui convienne à l'enfant et aux parents qu'on est. Hein. On est tous différents, les enfants sont tous différents, les parents aussi. Bon, la question de la sanction, en effet, elle se pose et elle est très claire puisque dès lors que l'on parle de mettre des limites, qui, je rappelle, je le disais avant, fait partie en fait de l'éducation non violente. Oui, il faut accompagner l'enfant avec des limites, des règles, effectivement, lui faire comprendre. Dès lors que les limites sont franchies, effectivement, on peut parler de sanctions. Donc c'est pas un gros mot, c'est pas c'est pour ça que l'éducation non violente, ce n'est pas du laxisme. J'entends bien, mais précisément, qu'est-ce que vous faites? Précisément, déjà, la première chose à faire, c'est de se poser la question en tant qu'adulte, parce qu'on est quand même toujours en responsabilité l'adulte. Est-ce que la règle que j'ai posée à mon enfant a été bien comprise? Est-ce qu'elle a été bien posée? Alors je ne dis pas est-ce qu'elle a été juste ou pas, parce que c'est le parent qui décrète que cette règle elle est juste, mais peut-être aussi se poser cette question-là. Est-ce que c'était juste que je fasse ça? Et si oui, est-ce que l'enfant l'a bien comprise? Alors ça dépend de l'âge de l'enfant, bien évidemment. On ne va pas poser une règle à un enfant de 2 ans pareil qu'à un enfant de 18 ans, mais parfois le flou et la transgression elle vient simplement de là, parce que l'enfant n'avait pas compris ou c'était pas suffisamment clair que c'était une règle. Donc déjà, au préalable, je dirais avant qu'il y ait la transgression, se dire comment je fais pour oui, mais alors écoutez, on va prendre des exemples très simples. Un enfant, vous lui dites la nuit, je ne souhaite pas que tu aies ton portable et ton ordinateur. Il a 9 ans, 10 ans, 11 ans. Bon, il se trouve qu'il se lève la nuit, que sais-je, et il récupère quand même son ordinateur ou son portable. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Moi, je sais, je pense ce que je ferais. Ouais. Voilà ce que je ferais, je vous le dis d'abord, et puis après vous me dites si c'est la bonne solution. Tu es privé de ton portable pendant 1 mois ou pendant 15 jours, etc. Voilà la sanction que je propose. Maintenant, est-ce que j'ai raison ou pas? Je vous pose la question. Ouais, alors j'ai un peu de mal quand même, Monsieur Praud, à vous dire vous avez raison, vous avez tort, parce qu'on n'est vraiment pas là-dedans. Ben oui, mais vous êtes dans quoi alors? Si vous voulez pas, en fait, ça sert à quoi notre discussion? Si vous dites rien, si vous dites pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Je viens, moi, en fait, on parle peu dans le vide. Si vous ne me dites rien, c'était tranchant. Vous me dites ce qu'il faut pas faire, mais vous me dites pas ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Votre proposition est intéressante. Pourquoi? Parce que la règle qui a été transgressée, ce que vous proposez comme sanction est directement lié à la règle qui a été transgressée. Je trouve que c'est, t'auras pas de portable. Vous lui diriez, t'as fait ça, et écoute, t'es condamné à aller, tu vas aller nettoyer la salle de bain de fond en comble pendant 2 heures et c'est ce qu'on faisait, voilà. Là, c'est un problème parce que, en fait, il n'y a pas de message éducatif, en fait. L'acte de punition n'est pas du tout corrélé avec le problème. Voilà, il n'y a pas d'acte de réparation. En fait, la sanction idéale et positive, d'ailleurs, le mot sanction, il ne vous aura pas échappé que ça peut être positif aussi, puisque quand on passe des études, on est sanctionné par un diplôme. Le mot sanction n'est pas méchant, entre guillemets. Donc, il faut effectivement que la sanction soit corrélée et réponde à un message éducatif par rapport à la règle qui a été transgressée. Donc, vous validez ma sanction? Vous le privez de portable. Alors,
c'est peut-être pas comme ça qu'on formulerait les choses en éducation positive, mais peut-être alors. Oui, mais alors vous feriez quoi? Dites-moi, moi je veux bien progresser, mais il faut que vous me disiez quoi faire. La même chose, monsieur Pro, laissez-moi parler si vous voulez. Oui, mais on n'arrive jamais à... Au lieu de lui dire, voilà, t'as merdé, t'es privé de portable, vous lui dites, écoute, moi je t'avais posé cette règle-là, tu l'avais compris, c'était d'accord, tu t'es relevé, ça a été prendre ton portable, moi, voilà ce que ça me fait en moi, ça me provoque de la colère, parce que j'avais confiance en toi, donc là il y a quelque chose qui m'embête, comment on peut faire la prochaine fois? Moi je n'ai pas d'autre solution que de te demander, la prochaine fois, alors déjà d'une part, je vais t'enlever tes moyens de communication parce que voilà, tu peux comprendre que moi ça me met en colère et voilà. Et ensuite, la prochaine fois, comment on peut faire? Le portable, tu vas me le donner dans ma chambre, etc. Ou alors est-ce qu'on peut recommencer une fois et que je peux te faire confiance? Voilà. Il faut que l'enfant, et les enfants, ils sont pas bêtes, ils comprennent en fait ces choses-là. Vous me parlez d'un exemple d'un enfant qui a 9 ans, il peut comprendre qu'il a déçu son parent, il peut comprendre. Alors il faut aussi lui expliquer parce que les écrans, pourquoi vous ne voulez pas qu'il ait son ordinateur? C'est pas une fantaisie de votre part, c'est parce que il faut qu'il dorme, les écrans c'est nocif, etc. Donc déjà l'emmener vers ces questions-là, tu vois, quand tu prends ton ordinateur et que tu dors pas, tu manques de sommeil, regarde les écrans, ce que les gens y disent, ça fait de la lumière bleue, machin. À 9 ans, un enfant, il comprend. Écoutez, si vous lui dites tout ça, je vais finir par lui laisser son portable. Non, mais, ça va me fatiguer. Je vais lui dire, garde-le ton portable, parce que si je dois faire une dissertation à chaque fois. Non, mais je vous taquine, Céline. Je vous taquine. Mais après, voilà. Après, le truc, c'est que c'est vraiment un problème parce que souvent, si c'est parce qu'il avait un copain à la maison et qu'il a voulu faire le mariole, etc. Bon, vous avez des enfants vous-même? Oui, j'ai 2 grands-enfants, oui. Bon. 20 ans et 18 ans bientôt. Bon, est-ce que Émilie Dez veut dire un mot? Parce qu'il n'y a que moi qui parle, et puis moi je me connais, je suis un peu provocateur avec Céline, donc je l'ennuie un peu. Moi je pense que ma fille de 7 ans, si je lui fais effectivement une dissertation, elle aura arrêté d'écouter à la moitié, et ça c'est trop long. Alors, elle n'est pas assez attentive. Vous n'avez pas besoin de faire une dissertation. Après, l'idée c'est déjà d'une part de lui parler quand elle est réceptive, pas quand elle est en train de faire quelque chose, justement qu'elle est dans un temps d'écran que vous l'avez octroyé en disant tiens, j'aimerais que tu coupes ton écran 2 minutes, machin. C'est à vous aussi de faire quand elle est réceptive. Céline. Et puis de dire ça peut être très court. Le message. J'avais confiance en toi. Moi, je peux plus avoir confiance en toi. Les écrans, c'est nocif parce que ça fait ça. Et puis voilà. Le message est passé. Et l'important, c'est, de ne pas frapper évidemment ses enfants, c'est un minimum. Mais vous savez, les choses parfois elles peuvent être très violentes. C'est-à-dire que un enfant de 12 ans qui a un match très important de sport et qui depuis des semaines dit à son père ou à sa mère je voudrais que tu sois là parce que on est deuxième et on joue contre le premier, et que si ce jour-là le père n'est pas là, il est possible que 35 ans plus tard, l'enfant s'en souvienne encore. C'est pour ça que c'est tellement subjectif, ces choses-là. C'est ce qui est violent ou ce qui ne l'est pas. Parce qu'on porte de l'attention à son enfant. Mais bien sûr. Alors là, c'est quelque chose. Vous parliez tout à l'heure que ce serait intéressant d'avoir un psychologue. Je vous rejoins, parce que les psychologues parlent de cette notion d'attachement, qui est une notion très très forte et qui est complètement existante. C'est pas une fantaisie de notre part ou des psychologues. C'est-à-dire que lorsqu'on porte attention à son enfant de façon positive, bien évidemment, on crée ce qu'on appelle un lien d'attachement sécure. Bien sûr. Donc en fait, et cet attachement, il se fait effectivement par l'éducation, mais il se fait aussi par l'attention qu'on porte à son enfant. Évidemment. Et oui, c'est une violence, ce que vous me dites. Bien sûr, c'est une violence. C'est une violence qu'en plus je connais personnellement, donc elle fait écho à ma propre histoire, parce que en effet, dès lors que c'est une forme de négligence. Négligence, exactement. Vous dites qu'on pose des mots forts sur les choses. Là, non, ça vous avez parfaitement raison, de négligence. Et voilà, c'est une négligence, parce que les besoins, c'est ça aussi, les besoins des enfants doivent être entendus, en fait. Et puis là, c'est vrai que c'est difficile pour l'enfant de se dire, en fait, je suis pas, merci. Je n'existe pas, quoi. Et il y a effectivement, je n'existe pas. Vous avez parfaitement raison. Il y a des enfants. L'autre jour, j'entendais un père il culpabilisait. Il disait, j'étais indifférent à mes enfants. Vous vous rendez compte? C'est fou de dire ça. Ça m'a étonné. Il disait j'étais indifférent. Mais bien sûr, et en fait c'est toujours pareil. Les enfants, les grandes personnes aussi sans doute, mais les enfants, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est de faire attention à eux.
Ça veut rien dire d'aimer en fait. Mais en revanche, faire les devoirs le soir avec, les accompagner. Mais si t'as pas de plaisir, c'est ça qui est terrible. Si t'as pas de plaisir avec ton enfant, les gens qui n'ont pas de plaisir à être avec leurs enfants préfèrent jouer aux cartes que voir leur fils en train de jouer au football l'après-midi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Fais autre chose. Fais pas d'enfants dans ces cas-là. Vous voyez, c'est comme les gens. Alors, les gens qui vont dans les clubs, ça j'adore ça. Les clubs. Un club on va citer Club Med, Club Bidule, etc. Ah d'accord. Tu leur dis pourquoi tu vas au Club Med ? Ah bah parce que mes enfants ils sont au club, au mini-club toute la journée. Fais pas d'enfants, vieux. Si tu veux pas faire tes enfants, ça sera plus simple, n'en fais pas. Il est 12h17. Ah ça c'est drôle, mais bon. Allez, Monsieur Fabrice, là, comment ça va en ce moment ? J'ai l'impression que de votre retour de Morlaix, là, je sais pas ce qui se passe. Ah non, si, ça va très bien. On vous entend plus. Ouais, il y a un truc. Qu'est-ce que se passe-t-il, selon Olivier ? Mais non, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y a des sentiments qui sont nés entre lui et Géraldine. Mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais attendez, mais Géraldine, mais vous êtes gonflé. Oh, je pense qu'ils n'osent pas l'avouer comme ça en public. Alors, ne dites rien, je veux dire un truc. Ne dites rien, Émilie Dez, elle quitte plus le studio maintenant. Ne dites rien. J'écoutais, c'est parce intéressant. que Émilie, entre le 12h et le 12h30, elle dit, moi, je m'ennuie dans la rédac, je vais rester dans le studio. Elle est mieux avec nous. Elle est mieux avec nous. Vous voulez pas rester avec nous, Émilie ? Mais je vais écrire le 12h30 et je reviens. Ah, parce que vous écrivez ce que vous dites. Le temps de faire un petit copier-coller. Mais quelle insolence. Copier-coller de l'AFP, ça prend 2 minutes. Je rigole, Tu on ne penses l'adore. pas ce que tu dis. On l'adore, Émilie. Oui, vous avez passé une bonne soirée Elle est avec elle. super en soirée. Oui. Bon, vous avez oublié ma pub. Il est 12h18, à tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro.